L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence M. Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies, à son Excellence Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine. Je l'invite à présent à prendre la parole devant l'Assemblée. القدس ليست للبيع. Jérusalem n'est pas à vendre. Et les droits du peuple palestinien ne sont pas négociables. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Excellence, Madame Maria Fernanda Espinosa, présidente de l'Assemblée générale des Nations unies. Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies. Mesdames et messieurs, que la paix règne sur vous. Que la paix règne sur vous. Nous resterons unis et continuerons de croire dans la paix. Nous maintiendrons la paix et nous atteindrons l'indépendance de notre État dans la paix, car Dieu est avec nous et parce que notre cause est juste. Notre peuple s'est sacrifié à maintes reprises. Nous y arriverons parce que nous sommes épris de paix. Et parce que Dieu sera toujours contre ceux qui nous font subir de graves injustices. À cette époque, l'an dernier, je me suis tenue devant vous, j'ai appelé à davantage de liberté, d'indépendance et de justice pour mon peuple opprimé. Peuple qui souffre du joug de l'occupation israélienne depuis plus de 51 ans. Je me tiens une fois de plus devant vous aujourd'hui, alors que l'occupation coloniale continue de nous opprimer. Cette occupation continue de mettre à mal les efforts que nous continuons de consentir afin d'ériger les institutions de notre cher État. État que cette auguste Assemblée générale a reconnu en 2012. Cette année, mesdames et messieurs, le Conseil palestinien national, c'est-à-dire le Parlement de l'État de Palestine, s'est réuni afin de renouveler la légitimité de nos institutions nationales en élisant de nouveaux dirigeants pour l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. L'OLP qui est le seul représentant légitime du peuple palestinien. Mon Parlement a pris des décisions importantes. Mon Parlement m'a demandé de revoir les accords qui ont été passés sur le plan politique, économique et sécuritaire avec le gouvernement israélien. Mon Parlement m'a également demandé de me pencher sur l'avenir de l'autorité palestinienne, autorité qui malheureusement a été rendue impuissante. Le Parlement m'a également intimé de suspendre la reconnaissance par Palestine de l'État d'Israël jusqu'à ce que Israël reconnaisse en retour l'État de Palestine existant le long des frontières du 4 juin 1967. Mon Parlement m'a également intimé de me tourner vers les tribunaux internationaux, y compris la Cour pénale internationale, la CPI.
Je vais donc me tourner vers ces tribunaux internationaux afin que des enquêtes soient menées quant aux violations par Israël des traités passés et quant aux agressions menées par la force occupante israélienne à l'encontre de notre peuple, de notre territoire et de nos lieux saints. Mesdames et messieurs, les colons israéliens et même l'armée israélienne, chaque jour, continuent de commettre des actes de blasphème à l'encontre de nos lieux saints, notamment la mosquée Al-Aqsa. Mesdames et messieurs, en juillet dernier, Israël a adopté une loi raciste, une législation dépassant toutes les limites. Et Israël l'a intitulée la loi de l'État-nation du peuple juif. Par cette loi, Israël réfute le lien existant entre le peuple palestinien et son berceau historique et nie le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, ainsi que son droit à son histoire, à son héritage. Cette loi foule également aux pieds les résolutions pertinentes des Nations Unies et les accords passés avec Israël concernant le dossier palestinien. L'adoption de cette loi va forcément aboutir à la création d'un État raciste et aboutir à une situation d'apartheid, rendant ainsi caduque la solution à deux États. Israël pratique la discrimination. Cette loi incarne cette discrimination. Il s'agit d'une discrimination à l'encontre des Arabo-Palestiniens d'Israël. Cette loi accorde le droit à l'autodétermination exclusivement aux Juifs d'Israël. Ainsi, cette loi légalise la discrimination à l'encontre des citoyens arabes, citoyens qui constituent 20% de la population israélienne. De plus, cette loi représente une discrimination à l'encontre des autres citoyens non juifs qui ont émigré vers Israël. Cette loi les dépouille donc de leurs droits en tant que citoyens. Au moins 5% de la population actuelle d'Israël est immigrante et non juive. Il y a des chrétiens et des musulmans sur ce territoire qui ont émigré et sont venus de l'ex-URSS. Et ces personnes aussi se voient dépouillées de leurs droits. Cette loi constitue donc une grave violation du droit international, un véritable danger à la fois sur le plan politique et juridique. Cette loi ravive dans notre mémoire l'apartheid qui a existé en Afrique du Sud. Voilà pourquoi nous rejetons cette loi et la condamnons dans les termes les plus forts. Nous appelons également la communauté internationale ainsi que cette auguste assemblée à la rejeter et la condamner et à la qualifier de loi raciste, illégale, ainsi que nulle et non avenue. C'est exactement ce qu'avaient fait à l'époque les Nations Unies en condamnant l'apartheid en Afrique du Sud par le biais de plusieurs résolutions. Il faut bien savoir que des milliers de juifs et de citoyens israéliens ont rejeté cette loi, ont manifesté contre l'adoption de cette loi. À savoir également, 56 des 120 membres de la Knesset ont voté contre cette loi. En effet, ils sont convaincus du fait qu'il s'agit d'une loi raciste. Voilà pourquoi j'appelle les Nations Unies à leur emboîter le pas, à suivre l'exemple des nombreux citoyens israéliens qui ont manifesté contre cette loi, dans la lettre et dans l'esprit. Mesdames et messieurs, dans cette loi raciste, on parle de ce qui est appelé le territoire d'Israël. Pourriez-vous demander au gouvernement israélien ce qu'ils entendent par le territoire d'Israël ? D'après le gouvernement israélien, quelles sont les frontières de l'État d'Israël ? Eh bien, je mets quiconque au défi de nous répondre. Quelles sont les frontières de l'État d'Israël ? Je vous prie de bien vouloir m'apporter une carte et m'indiquer où se trouvent ces frontières de l'État d'Israël. Cette loi raciste
continue d'entacher Israël, ainsi que tous ceux qui restent les bras croisés face à de telles actions. Cette loi va dans le droit fil des autres législations israéliennes qui ont légalisé la confiscation des territoires, des propriétés et des biens financiers du peuple palestinien. Mesdames et messieurs, nous avons toujours participé de façon positive aux différentes initiatives de la communauté internationale visant à parvenir à une solution pacifique entre les Israéliens et les Palestiniens, y compris l'initiative de paix arabe qui a été reconnue par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1515 de 2003. Nous avons poursuivi sur cet élan avec le gouvernement du président Trump dès son entrée en fonction, avec le même volontarisme que par le passé. Nous l'avons félicité à l'occasion du lancement de son initiative de paix. Je me suis entretenue avec lui à plusieurs reprises. Nous avons attendu cette initiative de paix avec beaucoup de patience. Mais nous avons été extrêmement surpris par ces décisions, des décisions complètement contraires au rôle joué par le gouvernement américain par le passé et complètement contraires à l'engagement pris par les États-Unis en faveur du processus de paix. En novembre dernier, son gouvernement a pris une décision. Son gouvernement a pris une décision en novembre dernier, celle de fermer le bureau de l'OLP à Washington. Ensuite, le président Trump a annoncé qu'il reconnaissait Jérusalem capitale d'Israël et qu'il décidait de déplacer l'ambassade nationale de Tel Aviv à Jérusalem. Le président Trump se targue même d'avoir réglé les dossiers relatifs à Jérusalem, aux réfugiés, aux colonies et à la sécurité. Toutes ces décisions mettent à mal la cause nationale palestinienne et constituent une violation du droit international et des résolutions pertinentes des Nations Unies. Le gouvernement américain ne s'est pas arrêté là. Il a même mis fin à l'assistance apportée à l'autorité nationale palestinienne, à l'UNRWA et aux hôpitaux palestiniens se trouvant dans Jérusalem-Est occupée. Et maintenant, on nous parle d'assistance humanitaire. Même cette assistance humanitaire a été interrompue. Avec toutes ces décisions, le gouvernement américain est revenu sur tous les engagements qui avaient précédemment été pris par son pays et a même mis en péril la solution à deux États. Le gouvernement américain a donc révélé au grand jour qu'il ne se souciait que très peu des conditions humanitaires du peuple palestinien. Ironie du sort, le gouvernement américain continue de parler de ce qu'ils appellent le deal du siècle. Mais qu'est-ce que ce gouvernement a à offrir au peuple palestinien ? Seulement des solutions humanitaires ? En effet, lorsqu'ils se sont retirés de la table des négociations, ils ont retiré les dossiers, en tout cas d'Israël, des réfugiés et des colonies de la table des négociations. Alors que nous reste-t-il ? Le Congrès américain continue d'insister pour qualifier l'Organisation de libération de la Palestine, qui est reconnue comme étant le seul représentant légitime du peuple palestinien par l'écrasante majorité des pays du monde, y compris par Israël. Le Congrès continue d'insister pour qualifier l'OLP d'organisation terroriste. À savoir, l'OLP est reconnue par Israël. Mais le Congrès américain, lui, avance que l'OLP est une organisation terroriste, alors que l'État de Palestine coopère avec la majorité des pays du monde, y compris avec les États-Unis, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pourquoi cette animosité à l'encontre du peuple palestinien qui souffre sous le joug de l'occupation soutenue par les États-Unis? Nous aimerions dire ceci. Nos positions restent inchangées et claires. Nous vous mettons au défi de mentionner quelque erreur que ce soit que nous aurions commis au cours de notre long chemin. Mais le Congrès décide, lui, d'avancer que l'OLP est une organisation terroriste, sans aucune justification. Pourquoi donc ?
Pendant des années, nous avons indiqué au gouvernement américain que nous étions prêts à mettre en place un comité palestinien américain qui pourrait se pencher sur le statut juridique et politique de l'OLP. L'objectif, c'était de prouver aux Américains que l'OLP s'emploie à œuvrer en faveur de la paix et s'emploie à combattre le terrorisme. Nous cherchions également à montrer que la législation du Congrès vis-à-vis de l'OLP est une législation arbitraire, illégale et injustifiée et qu'elle ignore pleinement tous les accords officiels qui ont été passés avec le gouvernement américain dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Des accords du même type de ceux que nous avons également conclus avec 83 pays. Nous avons signé des protocoles bilatéraux avec 83 pays. Des protocoles de lutte contre le terrorisme, y compris avec les États-Unis. Et pourtant, le Congrès continue de nous qualifier de terroristes. Malgré tout cela, et depuis cette auguste tribune, je lance une fois de plus un appel au président Trump. Je l'enjoins de revenir sur ses décisions s'agissant de Jérusalem, des réfugiés et des colonies. En effet, ces décisions sont contraires au droit international, aux résolutions des Nations Unies, ainsi qu'au consensus auquel nous étions parvenus. Cela est essentiel si nous souhaitons préserver les perspectives de paix, de stabilité et de sécurité pour les générations à venir de notre région. Ce document est un exemple parlant de ces consensus. Il s'agit d'une lettre signée par le gouvernement américain. Un accord qui avait été passé entre la Palestine et les États-Unis concernant tous ces éléments qui sont maintenant purement ignorés. Mesdames et messieurs, emprunt de notre engagement en faveur de la paix et de la solution à deux États et conscient de la nécessité des négociations que nous n'avons jamais refusées, et j'appelle quiconque à me fournir un exemple d'occasion au cours desquelles nous aurions refusé de participer à des négociations. Bien au contraire, nous avons été invités à maintes reprises par de nombreux pays à venir nous exprimer ici. Et ces pays nous ont dit qu'ils nous invitaient à discuter avec Netanyahou. À chaque fois, je l'ai accepté. Je vous mets au défi de me dire que j'ai refusé de négocier, ne serait-ce qu'une fois. Nous n'avons jamais refusé de négocier en faveur du processus de paix. Je me suis tenue exprimer devant le Conseil de sécurité le 20 février dernier. Je leur ai présenté une initiative. J'ai appelé à la convocation d'une conférence de paix internationale sur la base des résolutions pertinentes des Nations Unies et sur la base des mandats et paramètres agréés au niveau international. L'idée serait d'organiser une conférence avec la participation internationale la plus large possible, avec des acteurs régionaux et internationaux, sous l'égide des membres permanents du Conseil de sécurité et du Quatuor. Nous vous ferons part de cette initiative et nous espérons que vous l'appuierez. Je le redis ici, nous n'avons rien contre les négociations. Bien au contraire, nous n'avons jamais refusé de négocier. Nous continuerons de tendre la main à la paix. Nous croyons en la paix. La paix est la seule voie à suivre. Nous ne croyons ni en le terrorisme, ni en la violence. Nous ne ménagerons aucun effort de réitérer cette croyance. Alors, parlons des résolutions des Nations Unies. Très bien. Eh bien, aucune des résolutions des Nations Unies n'a été respectée par Israël. Parlons de négociations, de solutions, c'est ce que vous aimez mentionner, mais quelle solution? La paix dans notre région ne saurait régner sans un État palestinien indépendant, ayant Jérusalem-Est pour capitale. Et je parle de Jérusalem-Est dans son ensemble avec tous les lieux saints. Certains essaient de nous entraîner dans un malentendu. On nous dit très bien, votre capitale, c'est Jérusalem-Est. Non, là, il s'agit d'une manipulation de nos paroles.
Notre capitale, c'est Jérusalem-Est. Ce n'est pas dans Jérusalem-Est, c'est Jérusalem-Est dans son ensemble. N'essayez pas d'être les plus malins. On ne peut pas picorer, sélectionner certains des lieux à Jérusalem-Est. Non, c'est Jérusalem-Est, occupée depuis 1967 dans son ensemble, qui est notre capitale. La paix ne saurait régner dans un État aux frontières temporaires. Et vous continuez de répéter cette idée d'État avec des frontières temporaires. On nous dit très bien, nous vous conférons un État, mais avec des frontières inconnues. Non, vous savez quoi? C'est exactement comme Israël. Israël est un État sans frontières connues. Non, nous voulons un État ayant des frontières bien définies et des droits. Et ensuite, c'est à ce moment-là que nous pourrons coexister en paix avec les Israéliens. Faute de cela, c'est impossible. Il y a 193 États ici, ainsi qu'un autre pays qui nous a reconnus. 183 de ces États nous ont reconnus. La Colombie nous a également reconnus récemment. J'appelle tous les pays du monde qui n'auraient pas encore reconnu l'État de Palestine à le faire. Je ne vois pas de raison impérieuse justifiant le retard de la reconnaissance de l'État de Palestine par certains pays. À cet égard, j'appelle votre attention sur le fait qu'en 2019, l'État de Palestine présidera le groupe des 77 et de la Chine. D'ailleurs, il y a 10 minutes, je me suis entretenue avec des représentants dans une autre salle et avec son Excellence président Sisi qui a annoncé que nous avions été élus par 134 pays pour présider le G77 et la Chine. ومع ذلك هناك دول تقول نحن نعترف بالدولتين. Néanmoins, certains pays avancent qu'ils reconnaissent Israël, mais pas la Palestine. Alors, si vous avancez que vous reconnaissez les deux États et Israël, mais que vous ne reconnaissez pas la Palestine, comment expliquez-vous cela? Cela est tout à fait inacceptable. Et nous disons à ces pays qu'en effet, ils doivent reconnaître la Palestine. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas pouvoir négocier. Bien au contraire, cette reconnaissance va renforcer notre position sur le plan international et va nous permettre de participer aux négociations. C'est à l'heure où vous reconnaîtrez cet État de Palestine que nous pourrons y participer. Cette reconnaissance ne devrait pas être unilatérale. Vous ne devriez pas reconnaître l'un des deux États uniquement. Vous devriez reconnaître les deux États. Mesdames et messieurs, je vous le rappelle une fois de plus, Israël n'a respecté aucune des centaines de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a 705 résolutions qui ont été adoptées par l'Assemblée générale depuis 1947 et 86 résolutions du Conseil de sécurité. Depuis 1948, aucune résolution n'a été mise en œuvre par Israël. Malheureusement, je dois être franc et honnête. Israël est soutenu par les États-Unis parce que l'Assemblée générale et les autres pays n'agissent pas. Pourtant, ils sont d'accord avec nous. Ils nous ont accordé 139 voix. 42 se sont abstenus. Il n'y a que 4 pays qui se sont exprimés contre. Et pourtant, Israël continue d'agir en toute impunité. Jusqu'à quand allons-nous permettre à Israël de faire ce qu'il souhaite et d'être soutenu par certains pays ?
Mesdames et messieurs, nous faisons face à l'occupation israélienne, l'occupation coloniale, en utilisant des outils légitimes, outils qui ont été permis par votre organisation internationale. Les seuls outils que nous utilisons sont les suivants: la résistance populaire pacifique. Les colons, eux, recourent aux armes à l'encontre des Palestiniens. Ils détruisent des villes, des villages palestiniens. Je ne parle même pas de l'armée ou des forces de défense israéliennes, mais des colons israéliens. Nous continuerons de nous abstenir à la violence et nous rejetons tout type de recours aux armements. Nous n'accepterons jamais l'emploi des armes. Nous appelons le monde à poursuivre dans son élan de dénucléarisation et de désarmement. À Khan al-Ahmar, Israël cherche absolument à détruire cette localité. Cette localité est peuplée depuis plus de 50 ans par des Palestiniens. Mais Israël souhaite détruire ces villages et ainsi saper l'unité de la Cisjordanie. Ainsi, Israël veut diviser la Cisjordanie en deux parties. Est-ce que vous l'acceptez? Sans même mentionner les agressions à l'encontre de la mosquée Al-Aqsa. Vous vous souvenez de l'attaque perpétrée contre la mosquée Al-Aqsa? Non? On nous dit que la Cour suprême israélienne va prendre une décision afin de diviser Al-Aqsa dans l'espace et le temps. Il s'agit là d'agissements inacceptables. Et j'espère que ceux ayant la dignité nécessaire, ceux épris de paix, agiront et n'accepteront pas cette situation. J'espère qu'Israël en paiera le lourd tribut. Ces agissements doivent prendre fin. Ça est absurde. Chaque jour, des décisions sont prises par cette Cour suprême d'Israël comme si nous n'existions pas. أخذنا قرار عن الحماية الدولية منكم لأنه Nous avons fait en sorte que les Nations Unies adoptent une résolution en matière de protection internationale. En effet, jour après jour, nous sommes attaqués. Nous ne sommes pas en mesure de nous protéger seuls. Une résolution a été adoptée, très bien, mais qui va faire appliquer cette résolution? Pour tout vous dire, il ne suffit pas pour l'Assemblée générale d'adopter une résolution qui reste lettre morte, tout comme les autres résolutions par le passé. L'Assemblée générale doit respecter et faire respecter ces résolutions. Une résolution est adoptée, on l'applaudit. Et ensuite, que se passe-t-il? Cela ne suffit pas. Aidez-nous. Dites-nous comment nous pouvons faire appliquer cette résolution. Cela relève de votre responsabilité. في الوقت الذي نرحب فيه بتقديم الدعم الاقتصادي والإنساني لشعبنا. شكرا لكم. Nous nous félicitons de tout le soutien économique et financier apporté à notre peuple de la Cisjordanie et de la bande de Gaza par le biais des différentes institutions, mais nous refusons de considérer ce soutien comme remplaçant une solution politique. En effet, notre cause comporte de nombreux aspects humanitaires, c'est vrai, mais sans solution politique, cette assistance humanitaire ne sert à rien. N'avancez pas que vous cherchez à nous aider. Non, ce que nous voulons, c'est le droit à l'autodétermination de notre peuple. Point final. Aucun peuple sur Terre s'est vu privé du droit à l'autodétermination. 13 millions de Palestiniens vivent dans le monde entier. Pourquoi nous prive-t-on de ce droit à l'autodétermination?
D'ailleurs, cela ne ferait de mal à personne. Nous avons besoin simplement d'un État indépendant qui vivrait aux côtés de l'État israélien. Quel est le problème? Ce n'est pas un crime. الصادقة والحثيثة لإنهاء الانقسام. هذه مشكلة أخرى عندنا. Nous continuons de consentir tous les efforts nécessaires pour mettre fin aux divisions et parvenir à la réconciliation. Malgré les nombreux obstacles qui s'érigent devant ces objectifs, nous continuons de prendre nos responsabilités devant notre peuple. Nous remercions nos frères arabes, en particulier la République arabe d'Égypte, de tous les efforts qui ont été faits pour mettre fin à cette division. Et nous espérons que ces efforts seront couronnés de succès. Nous avons passé un accord avec l'Égypte le 12 octobre. Cet accord est simple. Le gouvernement palestinien va s'acquitter de ses responsabilités à Gaza et en Cisjordanie. Ensuite, nous allons ériger notre État sur la base d'une législation unifiée, d'une autorité unifiée, d'un régime unifié, et il n'y aura qu'une seule force armée légitime qui pourra agir. Nous rejetons le concept des milices. Néanmoins, pour l'instant, cet accord n'a pas été accepté. Au cours des prochains jours, un nouveau cycle de pourparlers sera organisé et peut-être que des actions seront prises suite à cela. Mesdames et messieurs, pour conclure, j'aimerais dire ceci. Le peuple palestinien, 13 millions de personnes, est un peuple important. À moins que nous ne soyons considérés comme des êtres humains, nous ne pourrons continuer sur cette voie. Quelle que soit la taille d'une population, elle a le droit d'exister. Pourquoi sommes-nous considérés comme étant un peuple dont il faudrait se débarrasser? C'est inacceptable. Mais nous faisons preuve de patience. Nous sommes résolus. Nous croyons dans la paix. Mais nous devons être considérés comme des êtres humains à part entière. Nous avons passé des accords avec le gouvernement américain. Et le gouvernement américain est revenu sur tous ces accords qui avaient été passés. Mais nous respecterons notre part de l'accord. Quelles que soient les actions du gouvernement américain, nous respecterons ces accords qui avaient été passés. Il faut être deux pour danser. Voilà pourquoi nous respecterons notre partie de l'accord. Mais si le gouvernement américain, lui, ne respecte pas ces accords, nous ne serons pas en mesure de respecter notre part de l'accord. إنه الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر يعني Les États-Unis agissent comme médiateurs. Mais nous voyons maintenant les États-Unis avec de nouveaux yeux. Les États-Unis ne sauraient être un médiateur unique. Nous avons à notre disposition un quatuor, très bien. Les États-Unis peuvent participer au quatuor. Tout pays peut rejoindre le quatuor, qu'il s'agit d'un pays d'Europe, d'Amérique, d'Afrique, même les pays arabes peuvent rejoindre le quatuor. Quiconque peut devenir médiateur entre nous et les Israéliens. Mais les États-Unis seuls, non. Parce qu'ils font preuve de trop de partialité. Des accords ont également été passés avec Israël, les accords d'Oslo, les accords de Paris.
Et tous ces accords ont été abrogés par Israël. Nous appelons Israël à respecter de nouveau ces accords, faute de quoi nous ne les respecterons pas non plus. Nous avons également conclu des accords avec le Hamas. Nos frères égyptiens savent que nous avons respecté notre part de l'accord, mais c'est le Hamas qui, lui, ne s'est pas acquitté de ses obligations prévues par l'accord. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être tenus pour responsables. Je tiens à être très clair. Nous ne pourrons être tenus responsables si le Hamas refuse de respecter cet accord. Malgré tout, malgré toutes les injustices que nous avons subies, nous n'allons jamais recourir à la violence, au terrorisme. Nous continuerons de combattre la violence et le terrorisme de par le monde. Nous n'accepterons jamais aucune agression contre quelque pays que ce soit, qu'il s'agisse d'un pays qui nous reconnaisse ou pas, d'un pays qui nous apprécie ou qui ne nous apprécie pas. Un point important. Le gouvernement américain a dit que le nombre de réfugiés ne s'élevait qu'à 40 000. J'aimerais bien connaître la formule qui vous a permis d'aboutir à ce chiffre. Il vous suffit de vous tourner vers l'UNRWA, et ça c'est sûr que les États-Unis n'ont pas envie de se tourner vers l'UNRWA, ils ont décidé de complètement l'oublier, mais l'UNRWA a été établi en 1949 afin d'aider les réfugiés tant que le dossier israélo-palestinien n'avait pas été réglé. Et ce dossier n'a pas été réglé pour l'instant. Sur 13 millions de Palestiniens, 6 millions sont réfugiés, pas 40 000 comme l'avance le gouvernement américain. Ces vérités sont avancées sans qu'on ne sache d'où elles sortent. On décide de ces chiffres et de ces formules et on décide de rayer l'UNRWA de la carte. Pour finir, j'appelle notre peuple à faire preuve de patience, à continuer d'être résolu et à continuer de se sacrifier jusqu'à ce que nous parvenions à l'indépendance, à l'autodétermination et jusqu'à ce que nous arrivions à établir un État indépendant ayant Jérusalem-Est pour capitale, non pas une partie de Jérusalem-Est pour capitale. Je me tourne vers tous les peuples épris de paix, je rends hommage à nos louables martyrs et je dis au peuple palestinien ceci. En Israël, des milliers de personnes ont perpétré des attaques et sont considérées comme étant des héros. Pourquoi est-ce que eux sont considérés des héros et nous sommes considérés des criminels lorsque nous agissons ainsi? Je rends hommage à nos louables martyrs et à nos courageux prisonniers de guerre. Je vous le dis à tous. Règne sur vous. Je remercie le président de l'État de Palestine pour son allocution. J'aimerais demander aux représentants de garder leur place alors que nous prenons congé du représentant.